Donc nous allons changer de niveau pour écouter Charles-Ambroise Valéry sur la radiochirurgie Gamma Knife des métastases cérébrales. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie de votre invitation, notamment le professeur Philippon qui a toujours cru et qui nous a soutenus pour développer la radiochirurgie à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je vais vous parler de la radiochirurgie des métastases cérébrales. C'est un neurochirurgien, le professeur Lexel, qui a été à l'origine de cette technique qui permet de repérer dans l'espace un point de façon très précise. Il a défini la radiochirurgie comme la capacité de pouvoir administrer une dose unique avec une précision millimétrique à travers le crâne laissé intact. Alors cette technique nécessite une multidisciplinarité puisqu'il faut à la fois le regard, l'œil du neuroradiologue, puis il y a le neurochirurgien et son expertise notamment neuroanatomique et de la pathologie, puis il y a le radiothérapeute qui connaît la balistique des rayonnements ainsi que le physicien médical. La procédure est toujours la même. Après la pose du cadre de l'Excel, qui est fait sous anesthésie locale, va avoir lieu la partie imagerie qui va permettre de pouvoir donc... Alors, attendez, ça c'est comme ça... Oui. Qui va pouvoir donc permettre de pouvoir à la fois repérer les fiduciaires du cadre et en même temps voir la pathologie à traiter, la lésion à traiter et les organes à respecter. Puis ensuite, la dosimétrie qui est la force du Gamma Knife, puisqu'elle peut permettre de façon très sélective de pouvoir administrer la dose là où on le désire. Et enfin, la phase de traitement. J'espère que ça va. Alors voici une dosimétrie assez élaboré d'un orinome de l'acoustique où l'on voit ici de nombreux tirs. Vous voyez, ces petits cercles signifient chaque fois un tir. Chaque tir correspond à 192 mini-faisceaux qui convergent au centre mécanique de la machine. Et donc, après un tir effectué ici, on déplace le patient sur la table, c'est effectué robotiquement, et ainsi de suite, jusqu'à finalement délivrer la dose qui est signifiée en jaune et qui doit parfaitement, idéalement, coller avec la lésion et ne pas déborder pour ne pas prendre inutilement du tissu sain dans le voisinage. Alors, cette machine ici, c'est la dernière machine de type perfection, donc qui est totalement robotisée. Vous avez ici ces portes qui font qu'ensuite le patient va rentrer dans l'intérieur de la machine. Ce sera environné d'un cylindre ici de tungstène percé de petits trous. Ces trous sont figurés ici, vous les voyez ici. Ils ont des diamètres variables, 4, 8 ou 16 mm, et vont créer ainsi des mini-faisceaux de 4, 8 ou 16 mm respectivement, qui vont converger 192 mini-faisceaux au centre mécanique de la machine, ici, permettant de pouvoir conformer des doses de taille, de forme variable, et de façon à satisfaire le plus possible à la forme parfois exigeante de la lésion à traiter. En fait, ce rayonnement est produit par l'alignement de sources radioactives de cobalt-60 qui vont donc s'aligner par un déplacement de ces sources avec des petits moteurs et qui vont permettre de générer ces faisceaux. On va essayer de voir si l'animation va passer. En général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, mais écoutez, c'est pas très grave. Je crois que je vous ai relativement... Non, ça ne passe pas. C'est une fois sur deux. Le film est sur la clé, normalement, oui. Alors, c'est VMW, là, ici. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, donc il est dans la machine. Bon, écoutez, pardonnez-moi. Le premier patient de notre unité a été traité en octobre 2010.
Notre recrutement, dès le départ, vous voyez 2011, 2012, 2013, en bleu des métastases, c'est le sujet aujourd'hui, donc un nombre qui avoisine les 500 métastases par an actuellement. Alors, en fait, l'évolution du traitement des métastases cérébrales s'est faite par, d'une part, la radiothérapie qui était le traitement de base, auquel s'est associée la chirurgie, et puis, à partir des années 90, a été conçue l'association de ces techniques pour satisfaire non seulement au contrôle local, mais également à l'ensemble du contrôle du cerveau, car on avait constaté souvent des récidives à distance du site traité. Et donc, ici, les études notamment de Patchell ont permis de montrer que l'association de la chirurgie à l'irradiation encéphalique permettait d'améliorer le contrôle local, mais également avait un retentissement positif sur la survie qui était améliorée. Puis, le même Patchell a montré que la chirurgie seule ne suffisait pas, évidemment, pour contrôler l'ensemble des lésions qui pouvaient apparaître aux alentours de la lésion traitée, et donc a associé l'irradiation encéphalique. Enfin, les études plus récentes de Andrews et de Konciolka, tout ça, ce sont des études de niveau d'évidence 1, donc randomisées, ont permis de montrer qu'on pouvait remplacer la chirurgie par la radiochirurgie comme traitement focal avec une grande efficacité. Nous allons y revenir, avec la question de savoir si on associait à la radiochirurgie une irradiation encéphalique ou pas. De cette façon, on a assisté progressivement à un changement de paradigme. Au départ, on partait sur une irradiation encéphalique totale qui était un traitement de la maladie cérébrale et avec une visée palliative, à la radiochirurgie qui, de plus en plus fréquemment, a remplacé et remplace l'irradiation encéphalique, et finalement à un but plus fonctionnel permettant de préserver la qualité de vie le plus longtemps possible. Alors, je vais d'abord aborder le problème de comment, en fait, puisqu'on a affaire à des images, comment peut-on affirmer que le contrôle local est réalisé par la radiochirurgie? En effet, quand vous regardez toutes ces études qui ont été publiées depuis quelques années à propos de la radiochirurgie des métastases cérébrales, on se rend compte que les chiffres, par exemple ici, les chiffres bruts, c'est-à-dire est-ce que le patient a répondu ou pas, sont très bons, 92%, 93%. Mais lorsqu'on regarde par exemple à un an ces chiffres de contrôle local, on se rend compte que ces chiffres sont en général moins importants. Donc la réponse semble ne pas être si durable que ça. Alors en fait, la radiochirurgie est un traitement qui est focal, qui vise à un contrôle local qui doit être en fait contrôlé par une surveillance prolongée. Ici, par exemple, vous voyez cette métastase de femme de 52 ans, frontale droite, on l'a réopérée auparavant. Eh bien, après radiochirurgie, on voit ici une totale disparition 10 mois après. Est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, on n'aura rien? C'est très difficile à dire. En fait, on peut déjà essayer de comprendre pourquoi le contrôle local de la radiochirurgie est meilleur que celui de la chirurgie traditionnelle, puisque en chirurgie, on avait des taux de récidive de 30 à 40% sur le site opératoire, alors qu'en radiochirurgie, on observe des taux qui se maintiennent à 60-70% à très long terme de contrôle local. En fait, ici, si vous voyez donc les limites de la tumeur, celles que chirurgicalement on aurait resséquées, eh bien, en fait, la radiochirurgie va effectivement irradier à dose efficace cette région-là, mais également va dispenser une partie des rayonnements aux alentours. Or, il se trouve que le principal facteur de récidive de ces lésions sont ces îlots tumoraux qui sont disséminés dans le tissu sain avoisinant. Et donc, on peut supposer que cette amélioration du contrôle local par la radiochirurgie par rapport à la chirurgie est liée à cette frange d'irradiation qui va malgré tout contrôler ces îlots tumoraux de voisinage. Alors comment est-ce qu'on peut affirmer ce contrôle local? Alors on a affaire finalement à des prises de contraste, c'est ça qui pour nous fait le diagnostic de métastase. Il va falloir les mesurer, donc établir une volumétrie et puis déterminer des critères de réponse. C'est ce qui est fait en général dans toutes les publications et on va voir comment tout ceci peut être prétexte à, disons, confusion et à conclusion parfois hâtive. Ici, une réponse qui est tout à fait intéressante, avec une lésion ici, vous voyez, qui de proche en proche, tous les quelques mois, montre une décroissance,
avec ensuite une stabilité. Donc on est content de cette réponse. Mais vous voyez par exemple ici, lorsqu'on compare un scanner et une IRM de la même lésion, on n'a déjà pas une même perception de son volume, et probablement que si on l'a mesuré, on n'aurait pas le même volume calculé non plus. Ici, quand vous regardez cette lésion avec ces deux, donc ici scanner et cette IRM, vous voyez qu'on ne peut pas dire que cette partie-là, par exemple, aurait été comprise dans la perception qu'on avait au scanner de la lésion. Donc on a vraiment un questionnement qui est lié à la technique d'acquisition et qui va nous permettre de pouvoir juger du contrôle ou pas de cette lésion. Lorsque l'on regarde par exemple cette étude de Snell, on voit que le nombre de coupes ici qui a été pratiqué pour examiner le cerveau du patient et ici l'épaisseur des coupes, vous voyez le taux d'erreur ici est de à peu près 15%, même 20% ici. Or, vous avez des études comme celle de Sheehan, dont le critère de réponse ou pas est fixé à 15%. Donc finalement, ce critère-là est dans la marge d'erreur. Donc on peut très bien comprendre pourquoi dans cette étude-là, eh bien, pour les petits volumes donc les petites métastases donc, qui ont été reportées, eh bien, le nombre de lésions ayant soit diminué, soit au contraire, soit ayant augmenté de volume, est discordant par rapport au plus gros volume. Les petits volumes sont effectivement très difficiles à évaluer d'un point de vue quantitatif et donc sont une source d'erreur. Par ailleurs, les critères eux-mêmes utilisés dans la littérature sont très variables. Par exemple, les critères de RECIST, qui sont des critères classiques en oncologie et qui ici sont adaptés au volume, signifient qu'une réponse signifie une diminution de 72% du volume de la lésion, ce qui est très important et qui est très différent, par exemple, de ces critères ici, utilisés dans la littérature, par exemple l'étude de Feigl, où les taux, un taux de plus ou moins 10% suffit pour dire qu'il y a une réponse ou au contraire une rechute. Ici, une étude extrêmement intéressante de Patel qui regardait donc l'évolution de l'ensemble des prises de contraste sur une cohorte de patients et en faisant la somme, en supposant ici au début de cette courbe le niveau de la prise de contraste globale que présentait l'ensemble de ces patients. On voit ici une réponse de 50%, c'est-à-dire qu'une diminution de 50% du volume total des prises de contraste que présentaient les patients de cette cohorte. Et vous voyez au cours du temps ici, c'est en abscisse, c'est mesuré en mois, à partir de 10 à 12 mois, vous voyez au contraire, on est au-dessus de la masse de prise de contraste initiale, c'est-à-dire avant traitement. Et pour autant, cette étude reporte à environ 80-85% de réponses. C'est qu'en fait, il y a des augmentations de prise de contraste qui sont non spécifiques, qui ne sont pas forcément liées à une rechute tumorale. Et donc, se pose la question, notamment, du phénomène de radionécrose, qui sont des prises de contraste liées à une sorte de réaction inflammatoire du cerveau à la délivrance de rayonnement et qui pourrait expliquer, en partie en tout cas, cette prise de contraste. Vous voyez ici, par exemple, un patient avec une prise de contraste initiale traité par radiochirurgie. On va avoir augmentation au cours du temps de la prise de contraste, puis ensuite, spontanément, une diminution. Donc c'est l'exemple même d'une prise de contraste non spécifique qui contribue dans la cohorte dont je viens de parler à l'augmentation du volume constaté, mais qui ne traduisait pas forcément une rechute tumorale. Dans le cas précis des radionécroses, comment arrive-t-on à avancer en diagnostic? Bien, on fait en général des PET scans pour voir s'il y a une fixation ou pas et pour essayer d'en tirer une conclusion. À quoi est dû ce phénomène de radionécrose, par exemple? Bien, il est dû à la proportion de tissu sain pris à tort autour de la lésion. Quand on compare, par exemple, ces deux figures-là, avec en jaune donc la tumeur et en rouge le tissu sain pris à tort dans l'isodose de référence, c'est-à-dire qui va recevoir une dose significative de rayonnement, eh bien vous voyez qu'ici, vous aurez probablement une réaction plus importante qu'ici, avec un risque ici plus important de radionécrose. Alors, non sellement ces prises de contraste ne sont pas forcément spécifiques, mais également elles varient au cours du temps. C'est-à-dire que, par exemple, si vous suivez cette courbe actuarielle de contrôle local, vous voyez qu'ici, vous atteignez les 80% à 1 an. Cette courbe s'arrête là parce qu'en fait, peu de patients ont survécu au-delà. Ce sont des cancers. Mais si vous prenez une cohorte de patients qui ont survécu plus de 5 ans, vous voyez que le taux de contrôle local est plutôt vers les 60%. Donc, notre perception
du contrôle de ces lésions est intimement liée à la pathologie et au pronostic de ces patients. Et c'est une fonction donc du temps. Heureusement, et c'est le cas dans cette étude, lorsqu'on compare la proportion de prise de réponse, bonne réponse ou mauvaise réponse, avant 20 semaines dans cette étude-là versus après 20 semaines, on a quand même une relative corrélation. Ici, vous voyez, ils ont montré que tout de même, on avait une relativement bonne indication en ayant fait des examens précoces de ce que donneraient les résultats tardifs. Mais ce n'est pas une corrélation stricte. Quels sont les paramètres qui influencent ce contrôle local après radiochirurgie? Alors, il n'est pas facile de démêler la part liée à la dose administrée à celle du volume de la lésion. En effet, des recommandations faites par la Société américaine de radiothérapie dans les années 90 stipulaient que lorsqu'on avait affaire à des petites tumeurs, on devait donner des doses élevées, et par contre, quand les tumeurs étaient de volume important, les doses devaient diminuer de façon significative. Donc, on modifie les deux paramètres en même temps, le volume et la dose. Ce qui explique pourquoi, ici, les auteurs ont pu conclure qu'il y avait un effet dose et que quand la dose n'était pas assez importante, le contrôle local chutait. Comme vous le voyez dans cette étude de Goodman, lorsque vous avez une lésion de moins d'1 centimètre, vous avez un très bon contrôle local, alors que ici, pour des études volumineuses, vous avez un contrôle local qui est très affaibli. Donc il y a un effet volume qui existe indépendamment de l'effet dose. Et ici, par exemple, ici, dans cette étude qui recherche en mono et en multivarié les paramètres intervenant dans le contrôle local, eh bien, l'on voit que en univarié, la dose et le volume apparaissent comme significatifs, alors qu'en multivarié, seul le volume apparaît comme significativement relié au contrôle local. Par ailleurs, le primitif également intervient, certaines histologies comme le sein réagissant mieux que le mélanome. Néanmoins, les tumeurs de mélanome ou de cancer du rein ont une réponse qui peut être qualifiée de significative à la radiochirurgie. Il y a également l'aspect radiologique qui intervient dans la réponse à la radiochirurgie. Lorsque les lésions sont homogènes, eh bien, elles répondent mieux que lorsqu'elles sont hétérogènes d'aspect, par exemple, nécrotique. Enfin, l'adjonction de l'irradiation encéphalique à la radiochirurgie ne modifie en général pas le contrôle local, sauf dans des cas extrêmement ciblés, comme le cas signalé par cette étude de Varlotto. Donc, le contrôle local, en général, qui est comme montré ici par ces flèches, est de bonne qualité, mais on sait maintenant les petites réserves qu'on peut faire, notamment sur la durabilité de ce contrôle, il faut l'établir. Et puis, il y a le problème ensuite des rechutes à distance. Ici, par exemple, cette rechute distale, certains auteurs l'ont étudiée, et l'on voit ici, par exemple, dans cette étude de Lutterbach, une étude prospective, que le meilleur facteur prédictif de rechute distale était le nombre de métastases à la présentation, le nombre étant égal en l'occurrence à 1. Quand il y avait une métastase, il y avait beaucoup moins de chances ou de malchance d'avoir une rechute distale que lorsqu'il y en avait plusieurs. C'était la même chose pour ces études ici. Certains auteurs comme Hensens ont donc préconisé, j'accélère, pardonnez-moi, préconisé d'effectuer de nouveaux traitements au fur et à mesure des rechutes successives que présentait sa cohorte de patients. Alors je vais passer ça. Vous voyez par exemple ici le cas d'une patiente qui a eu 6 radiochirurgies, donc étalée sur 3 ans, chef d'entreprise qui n'a pas arrêté de travailler jusqu'à 3 mois avant sa mort liée à une cause systémique. Vous voyez, chaque fois, une bonne réponse. Ici également, avec un tronc cérébral qui a été traité, qui a rechuté, qui a été retraité à nouveau, et à droite également, des lésions traitées. Donc on peut, ce qu'on appelle à la demande, traiter ces lésions avec un grand succès, et ce qui nous permet à ce moment-là d'éviter l'irradiation encéphalique avec les conséquences malgré tout délétères chez des patients
survivants long terme, comme on peut les observer. Ici, des métastases multiples traitées en une seule séance. Ici, une lésion volumineuse kystique ponctionnée et dans le même temps traitée par radiochirurgie avec une bonne réponse et un bon contrôle à 8 mois. Ici, alors, une nouvelle application de la radiochirurgie en complément de la chirurgie. Lorsque la lésion est volumineuse, on l'opère, et lorsqu'elle est opérable, on l'opère. Après une résection, on voit un bon contrôle à 3 ans après radiochirurgie sur le lit tumoral. Est-ce qu'il y a un lien avec la survie? Le problème est un petit peu plus compliqué, car on sait que le contrôle cérébral n'assure pas de la survie. Tout dépend du contrôle du systémique. Donc je vais passer tout ça. Voilà. Oui. Pardonnez-moi. Donc, le lien entre le contrôle local ou cérébral des métastases cérébrales et la survie des patients n'est pas évident. Ce qu'on observe simplement, c'est qu'on a beaucoup de mal à établir des facteurs prédictifs, enfin à isoler des sous-groupes de patients dont on pourrait penser que la radiochirurgie va leur bénéficier. En effet, dans cette étude, par exemple, de Consolca, eh bien, on observe que chez 6,5% des patients, il y avait des survivants long terme, c'est-à-dire plus de 4 ans, et que parmi eux, il y avait la moitié qui avait des atteintes multiviscérales le jour de la radiochirurgie, et donc qui, malgré tout, ont bénéficié de cette technique. Ouais. Voilà, je vous remercie. Désolé de... Merci beaucoup. Peut-être une seule question, voilà. Monsieur Philippot. Merci. Bon, je ne vais évidemment pas faire le procès de la radiochirurgie qui a été une révolution fondamentale dans le traitement des métastases, mais simplement quelques réserves que peut-être vous n'avez pas citées. D'une part, la durée d'action, plus exactement le délai d'action de la radiochirurgie vis-à-vis de la tumeur est de plusieurs semaines ou mois. Ce qui veut dire que dans une tumeur avec une hypertension intracrânienne, que vous risquez d'aggraver par l'édème péri-radiothérapie, c'est plutôt une contre-indication. La deuxième remarque, c'est que certaines zones restent très sensibles, y compris avec la radiochirurgie, et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas irradier les tumeurs juxta-hypophysaires à cause du nerf optique. Et enfin, dernière petite remarque, les lésions de la fosse postérieure, je ne sais pas s'il en a eu beaucoup, mais avec le risque d'hydrocéphalie et de l'édème post-irradiation, c'est quand même un risque aussi. Donc il y a quand même toujours une place de la chirurgie. Ah ben, entièrement d'accord, et j'ajouterai à ce que vous dites une autre indication, c'est la nature de l'histologie et d'aspect moléculaire, puisque souvent c'est une cause de découverte et qu'à ce moment-là, on a besoin d'avoir un prélèvement. Je vous remercie. Merci.